Bienvenue sur cette série de vidéos où je vais vous raconter les légendes et histoires de vos régions. Pour cette première vidéo, nous allons nous pencher sur l'Auvergne. Entre tradition et superstition, ces terres volcaniques ont bien des histoires à nous raconter. Selon certains auteurs, après le départ des moines, le Puy-de-Dôme aurait servi de lieu de rencontre pour les sabbats des sorciers et sorcières de la région. En 1594, une sorcière du Limousin, renommée la femme Baudot, est brûlée vive pour sorcellerie. La malheureuse nous aurait laissé ce témoignage. La nuit de la Saint-Jean, les sorciers arrivent là, de l'Auvergne, du Limousin, du Gévaudan, voire du Languedoc. Car ils n'avaient qu'à enfourcher leur balai de bouleau pour se rendre là, en un clin d'œil dans le vent de la nuit. Leur maître Satan avait la figure d'un bouc. Il les recevait au centre d'un cercle tracé sur le gazon au sommet de la montagne. Chacun venait alors allumer sa chandelle à celle placée sur la tête du dieu cornu et lui embrasser la fesse. Kinky, le diable récitait alors sa messe noire en donnant des pouvoirs à ses suppôts, comme par exemple des pouvoirs de guérison, de couper le feu, de parler aux animaux, etc. Une fois la cérémonie terminée, les sorciers et sorcières mettaient toutes leurs provisions en commun et festoyaient toute la nuit. La fête continuait jusqu'au petit matin et donnait lieu à des chants, des danses, des orgies, la basique des diableries. Alors a-t-on des preuves de tout cela? Non. Si ce n'est le témoignage d'une femme torturée et prête à mourir qui aurait, selon moi, confessé absolument tout du moment que ses sévices prenaient fin. Alors pourquoi cette histoire est racontée? Eh bien à l'origine de la fête de la Saint-Jean se trouvait une fête païenne pour le solstice d'été nommée l'Ita, où les gens se regroupaient, faisaient des grands feux de joie pour fêter l'été. Le christianisme a longtemps essayé de faire cesser ces fêtes païennes en les interdisant directement ou en les remplaçant plus tard, voyant que les interdire ne fonctionnait pas. Par exemple, pour la fête du solstice d'été, nous avons donc la Saint-Jean, pour Noël, il y a Yule, pour Halloween, il y avait Samhain, etc., etc. Cette histoire est donc à prendre avec des pincettes. Sainte Procule aurait vécu entre le XIe et le XIIe siècle. Elle est la fille de Richard IV de Milhaud, comte de Rodez. Née dans le luxe, elle aurait grandi dans un environnement riche, entourée de tout ce que la noblesse avait à offrir. Très tôt, elle montre une piété extraordinaire. Elle préfère les églises, la prière et la solitude aux événements mondains. Ses parents veulent la marier, ce qui est tout à fait normal pour l'époque, surtout considérant qu'elle est la seule héritière. Vers ses 16 ans, ses parents lui choisissent donc un prétendant, Géraud d'Aurillac, jeune, riche et charmé par la grâce de Procule. Le mariage est donc arrangé, les fiançailles organisées. Mais lorsqu'on lui annonce la nouvelle, Procule refuse, préférant dédier sa vie à la prière et à Jésus-Christ. Malgré les supplications, les promesses puis les menaces, Procule ne cède pas. Ses parents passent outre, le mariage sera célébré qu'elle le veuille ou non. Le jour du mariage arrive, la maison est en effervescence, tout est prêt, Géraud est là. La seule manquante, c'est la mariée. Procule, qui s'était préparée pour le mariage et avait enfilé sa robe de mariée, décide tout à coup de tout laisser tomber. Elle se change et s'enfuit brusquement de la maison. Elle traverse montagnes, forêts, ravins, seule. Son objectif est de fuir dans la forêt et de vivre seule, dans la prière. Car la disparition de Procule est découverte, c'est la panique. Son père, dans une colère folle, envoie Géraud à sa recherche avec pour seule mission la ramener vivante ou la tuer. Après une longue traque, Géraud finit par la retrouver, proche de Ghana, dans la forêt. Face au refus catégorique de Procule de rentrer avec lui, il laisse place à la violence, sort son épée et la décapite. L'ego des hommes. Mais ce n'est que le début de la légende. Car Procule se relève, prend sa tête entre ses mains et commence à marcher. Elle entre dans la ville de Ghana, se dirige vers l'église de la Sainte-Croix, s'avance vers l'autel, se prosterne, puis s'écroule. Procule aurait donc été enterrée directement dans l'église. Très vite, elle devient la patronne de Ghana. Les recluseries étaient très fréquentes dans les villes du Moyen-Âge. Des jeunes gens, souvent des femmes, étaient volontairement enfermés dans des bâtisses de quelques mètres carrés pour prier et se dévouer à Dieu jusqu'à leur mort. La récluserie de Saint-Flour est installée sur le Pont-Vieux, au centre de la ville. Elle date approximativement du XIIe siècle et a duré jusqu'au XVIe siècle. Dans ce réduit de quelques mètres carrés, survivait une jeune femme, ou rarement un jeune homme, grâce aux offrandes des Saint-Florent. Les reclus devaient par leurs prières protéger la ville des brigands, des famines, des maladies, ou de tout ce que pouvait toucher une ville du Moyen-Âge à cette époque. Ils étaient tous
volontaire, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils rentraient et n'en ressortiraient que les pieds devant, mais c'était pour eux un honneur, également pour leur famille, qui, après avoir eu un de leurs enfants reclus, était anoblie. Alors, l'espérance de vie des reclus était très très faible. C'est-à-dire que la plupart vivaient approximativement quelques mois. La plus résistante a survécu pendant 5 ans. Ils survivaient donc à tous les aléas du climat, que ce soit la chaleur, le froid, la pluie, le vent. Cette tradition aura donc duré pendant presque 5 siècles et leur histoire est fort peu racontée. Si jamais par aventure vous vous promenez dans les alentours du Cantal et à Saint-Flour, vous pourrez trouver dans un musée la robe de la recluse faite par Isabelle Tourneau. Une bête monstrueuse qui terrorise un pays entier, une centaine de morts, et un mystère non résolu depuis plus de 250 ans. Plongeons ensemble dans l'un des plus grands mystères de France. La bête a sévi pendant 3 ans, de 1764 à 1767, dans les terres du Gévaudan. À l'époque, c'est une région pauvre, rurale, isolée, couverte de forêts profondes et de montagnes escarpées. En juin 1764, une bergère est attaquée alors qu'elle gardait son troupeau. Son corps est retrouvé mutilé. Très vite, d'autres attaques surviennent, et toujours selon le même mode opératoire. Attaque brutale, morsure à la gorge, et quelquefois, des corps décapités. La panique s'installe dans la région. Les témoins décrivent une bête grande comme un veau, longue comme un loup, et au pelage étrange, parfois rayé, parfois rougeâtre. Elle aurait un crâne plat, une gueule énorme et une queue puissante. On dit qu'elle attaque sans peur, même les adultes armés. Elle est intelligente, sournoise, et surtout impossible à tuer. La presse s'empare alors de l'affaire. La Gazette de France en fait les gros titres et publie des récits effrayants. Toute la France parle alors de la bête du Gévaudan. Face au chaos général, Louis XV décide d'intervenir. Il envoie d'abord des troupes, puis un chasseur normand, Duhamel, et enfin François-Antoine, son porte-arquebuse dédié. Des centaines de battues sont organisées, certaines comportant jusqu'à 20 000 hommes. Beaucoup de loups sont tués, mais aucune bête. C'est en 1775 que François-Antoine abat un loup géant, qu'il présente comme étant la bête. On l'exhibe à la cour, on célèbre la victoire. La bête est morte, aux yeux du grand public et aux yeux du roi en tout cas. Mais quelques semaines à peine plus tard, les attaques reprennent et elles sont tout aussi violentes, tout aussi sanglantes. Les paysans et les gens qui habitent la région du Gévaudan réclament à nouveau de l'aide du roi. Mais comme pour celui-ci, la bête est morte, il n'y a pas besoin de revenir, et l'histoire est terminée. Pendant 2 ans, des battues sont organisées, de plus en plus de victimes, de plus en plus de témoignages, mais aucune bête n'a été tuée. En 1767, un homme entre en scène, Jean Chastel, un paysan pieux, solitaire, que certains disent mystique. Un jour de battue, il demande une pause pour prier. C'est alors que la bête surgit et il l'abat de son fusil. Cette fois, les massacres cessent pour de bon, et Chastel devient une figure de légende dans tout le Gévaudan. Le cadavre de la bête est récupéré et est envoyé à Versailles. Mais le long voyage et la chaleur des mois d'été et les techniques de conservation de l'époque font qu'une fois arrivé sur place, la dépouille est en très mauvais état et la décomposition bien trop avancée. Le roi ne se déplace même pas pour la voir, et elle est enterrée directement. On ne garde ni un os, ni un croc, ni même de la fourrure, rien du tout. C'est pourquoi encore aujourd'hui les théories sur ce qu'était réellement la bête sont nombreuses. Une d'entre elles dit qu'il y aurait en fait plusieurs loups qui attaquaient à divers endroits les paysans. Une autre dit qu'il s'agirait en fait d'un animal exotique, comme une hyène par exemple. Ou encore qu'il s'agirait en fait d'un tueur en série qui se servait d'animaux pour attaquer ou même se déguiser pour commettre ces crimes. L'histoire passionne encore 250 ans plus tard, et un musée a ouvert ses portes à Sogg qui retrace le parcours de la bête. Quelle est votre théorie préférée sur la bête du Gévaudan? Dites-le moi en commentaire. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur les légendes d'Auvergne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire ou à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos sur les légendes de vos régions. Commentez avec le nom de votre région si vous voulez que j'en raconte les légendes dans le prochain épisode. À bientôt! N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi.